Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de AGN où on commence à rentrer un petit peu dans le vif du sujet avec cette fois, étonnamment, en suivant l'ordre des parutions chronologiquement, c'est pas un supplément White Wolf, c'est un supplément qui est fait par Atlas Game, qui est en fait un premier scénario qui a été proposé peu après la sortie du livre de base, hein, qui s'appelle Blood Nativity, donc c'est Naissance de sang pour aller très vite, avec une superbe illustration. Alors c'est, genre j'ai plus son nom de famille, mais c'est vraiment je crois que c'est mon illustratrice préférée de la V1. Évidemment, c'est à la fin, ce serait pas drôle. Donc comme vous voyez, c'est Atlas Game qui l'a fait. Ça coûtait 4,99$ en 1991. Et c'est Janet Olicio, donc c'est ça, je lui accorde pas son nom. Janet Olicio, que vous connaissez aussi essentiellement pour le... En fait, elle a beaucoup bossé sur Shadowrun, ce qui encore fait avec un trait extrêmement haché, tout en criss-cross, j'adore, je trouve ça absolument incroyable. Elle est aussi, je pense que sa meilleure œuvre, évidemment, c'est pour moi assurément l'Obsidiman, le marchand Obsidiman de Hearthstone. Je crois que c'est sur la première édition, qui est tout en couleur, en une sorte de mosaïque qui est absolument incroyable. J'ai cherché un peu d'infos sur internet et je crois qu'elle a un peu disparu dans le néant pour aller vite, peut-être un peu changer de voix ou fait autre chose. Il me semble qu'elle vit à Seattle et qu'elle bosse beaucoup elle a beaucoup bossé avec forcément sur Magic Assembly. Elle a fait pas mal d'illustrations et a priori elle a bossé pour eux il y a pas si longtemps. Donc ça veut dire qu'elle est encore active d'une manière ou d'une autre. Mais elle fait partie un peu de ce premier jet de la connexion entre Faza, White Wolf et Wizard of the Coast, puisque je rappelle que l'une des personnes de Wizard of the Coast a été aidée par Lisa Stevens, je crois, qui est l'une des principales autrices, en tout cas en termes d'éditorialiste chez White Wolf, à l'époque de White Wolf Magazine, et quand White Wolf a commencé en tant qu'éditeur de jeux de rôle. Donc on va regarder un petit peu sans plus attendre, c'est vraiment ce qui est marqué sur la jaquette, à savoir une histoire introductive pour Vampire la Mascarade, et il n'y a pas tellement autre chose en fait, donc attendez-vous à un truc assez rapide. Donc ça a été écrit, c'est assez marrant quand on regarde à la fin, c'est écrit par... en fait, j'ai cherché une certaine Lynn Severson et un Michael Arms qui en fait n'existe pas puisqu'il s'agit de pseudonymes de gens de White Wolf qui en fait ont... Donc au début, l'idée c'était que justement White Wolf voulait faire que Vampire la Mascarade soit distribué ou au moins qu'il y ait du contenu qui vienne de l'extérieur. C'est pour ça qu'ils ont eu aussi une très bonne relation avec GURPS, où il y a eu un GURPS Vampire la Mascarade et au moins Mage Ascension si je me rappelle qui sont sortis. Mais en tout cas, les deux auteurs n'existent pas. Pour préparer cette vidéo, j'ai contacté en fait, j'ai contacté Atlas Games pour savoir en fait qui était cette personne-là, parce que j'ai cherché sur internet et j'ai rien trouvé. Et en fait, John Nephew, donc le fondateur d'Atlas Games, qui a après œuvré sur donc Atlas Games, vous les connaissez sûrement parce que c'est eux qui ont racheté notamment Ars Magica sur la fin, qui ont fait la 5e édition. Ils ont fait Over the Edge, donc Conspiration en français. Et je crois que c'est aussi Non Army, je dis peut-être des bêtises. Mais non, je dis peut-être des bêtises. Mais en tout cas, ils ont fait Over the Edge. Et c'est vraiment des gens qui œuvrent dans le jeu de rôle depuis maintenant plus de 30 ans. Et il m'a très gentiment répondu tout de suite, un dimanche, j'étais étonné, en me disant que, effectivement, c'est des pseudonymes, c'est des gens de White Wolf qui ont créé ce bouquin, qu'il y avait deux éditions, en fait, il existe deux éditions de Blood Nativity. C'est-à-dire que ce que j'avais compris, c'est qu'en gros, ils ont fait une première édition avec une jaquette qui prenait trop les UV, et donc la couverture était cramée, ils l'ont refait vite fait ensuite. Donc je sais pas si la première édition ou la deuxième édition, parce qu'il m'a dit que normalement je devrais m'en apercevoir, puisque la couverture est pas du tout la même, mais vu que j'ai pas d'œuvre de comparaison. Et pour idée, je l'ai acheté assez cher pour un truc qui fait à peine 10 pages. C'est peut-être l'un des bouquins qui m'a coûté le plus cher, parce que j'ai dû le chercher chez Noble Games. Noble Night Games, c'est un gros truc de vente de jeux de rôle et de jeux de société qui est basé aux États-Unis. Et évidemment, vous imaginez bien qu'avec les frais de port, c'est assez vénère. Donc, on va regarder ça tout de suite. On notera aussi que toute la mise en page est faite par Laura Lindros, qui était aussi à l'époque une constante chez White Wolf. Donc White Wolf a quand même bossé là-dessus. Et pour la petite info, c'est quelqu'un qui est parti ensuite fondé Green Ronin avec son mari. Donc ça c'est marrant de voir que c'est vraiment un tout petit monde. Donc comme vous voyez, en fait c'était donné par une licence spéciale à Atlas Game, par White Wolf. Donc l'histoire est vraiment on ne peut plus simple. Alors vous voyez que ça a un peu...
C'est un peu vieilli au niveau du design, à savoir que maintenant on est vraiment sur une compression des informations, un peu comme le tout début de Vampire la Mascarade, en tout cas en édition chez White Wolf, où grosso modo on vous dit bon bah voilà, c'est une histoire d'introduction, comment créer votre personnage de vampire, et en gros on vous dit vous le créez juste en tant qu'humain, puisque tout le truc ça va être de subir the embrace, donc le fait de devenir un vampire. Il y a tous les termes un petit peu, le lexique classique avec les anarques, la bête, le machin, tout ce qui va être réutilisé pour le livre. Et ensuite en fait on vous donne concrètement les PNJ qui vont intervenir, avec, donc ça c'est un grand classique maintenant chez White Wolf, les informations spécifiques à Vampire, le clan, la nature, le comportement, la date de transformation en vampire, l'âge apparent, la génération, et une petite description, et comment le jouer. Donc des conseils de roleplay, qui sont vraiment l'essence même de toute la description des PNJ chez White Wolf pendant les années à venir. Il y a les stats aussi qui sont présentes évidemment. Généralement, un bon aperçu, c'est regarder qu'est-ce qu'ils ont comme discipline. Plus ils sont vieux, plus ils sont balèzes, plus ils en ont. Quand vous êtes des gens qui commencent à taper avec des disciplines qui sont à 4, en général, c'est assez vénère. Et de l'autre côté, là, c'était pas encore le cas, mais après, ils montreront l'humanité aussi, qui permet tout de suite un peu de concevoir, disons, l'échelle morale de la personne. Donc très bizarrement, on va avoir tout un archétype de gens entre l'espèce de Trémère, qui est un ancien esclave créole qui manipule le vaudou, le toréador qui joue de la guitare, c'est un peu les clichés. Et alors par contre, voilà, les illustrations à l'intérieur sont pas du même acabit du tout, c'est même... J'ai l'impression qu'ils ont fait ça avec un Minitel, je sais pas, enfin, ou équivalent, utilisation d'un vieux logiciel de PAO, c'est assez incroyable, hein. On rappelle qu'on est en 91 quand même, mais ça, c'est un peu dommage de pas embaucher des gens pour faire ça. Et donc, donc, vous voyez, il y a beaucoup de PNJ qui vous sont donnés de but en blanc, avec, donc il y a des vampires, les ghouls, donc, qui se situent au Sunset Club, qui est le club dans lequel va œuvrer la petite histoire, et à côté, éventuellement, des anarques qui sont présents, qui viennent comme d'habitude faire leur rôle d'anarque, à savoir tout casser, faire les kékés. Donc l'histoire est un peu étrange. En gros, ça se passe à Cleveland, qui est pas trop décrit, il me semble, dans les bouquins de vampires, même par la suite, où un peu tout comme d'habitude en fait, et ça devient vraiment, c'est un classique souvent sur les scénarios de création de vampires qui vous sont proposés. En gros, il y a un prince. Le prince est soutenu ou plus ou moins... En fait, le prince est plus ou moins opposé ou manipulé par des lieutenants. Donc, c'est pas encore les primogènes. Là, on parle bien de lieutenants. Donc, je rappelle, les primogènes, c'est censé être le groupe de vampires les plus balèzes qui existent hors du prince et qui constituent qui peuvent être à la fois son soutien ou son opposition loyale. Des fois, ils ont besoin, comme Lénine disait, d'un idiot utile à manipuler. Là, c'est pas le cas. En gros, l'idée, c'est qu'il y a 4 lieutenants qui sont présents, qui sont les primogènes, donc les vieux vampires, qui veulent chacun devenir prince à la place du prince. Et ironiquement, pour ça, ils vont commencer à faire des manipulations autour d'eux pour notamment foutre le boxon en accusant des anarques, en allant casser, en faire des espèces de créer du brouhaha, essayer de faire des violations de la mascarade dans des clubs qui appartiennent à d'autres vampires. Et ces vampires-là, qu'ils appellent le conseil syndical, donc le Union Council, c'est les 7 vampires qui sont proposés ici, qui sont en fait ironiquement, c'est des vampires qui ne sont pas intéressés par le pouvoir, mais qui veulent conserver le statu quo. Et ce qu'ils n'aiment pas, justement, c'est que les lieutenants, donc cette espèce de primogènes de Cleveland, viennent essayer de tirer des coups de mou pour un peu saper l'autorité du prince et devenir prince à la place du prince. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont se dire ? Ils vont se dire, le plus simple pour essayer de contrer les lieutenants, c'est on va créer des vampires, on va créer des nouveaux-nés, et on va les utiliser pour faire notre base d'œuvre et contrer les lieutenants. Ce qui, alors évidemment, quand vous avez lu tout un truc sur vampires, on vous explique que les traditions, c'est notamment le fait de protéger, d'éviter de créer des vampires à tout va, peut sembler un peu étrange, ou alors on est quasiment, c'est rigolo parce qu'on est censé être à la Camarielle, on est quasiment sur du sabbat, puisque c'est la création à la volée de gens pour renforcer ses armées, ce qui est un peu étrange. Et à côté, vous avez cette espèce d'idée qui est un truc qui va revenir aussi notamment dans les Giovanni Chronicles et dans beaucoup de trucs de vampires, c'est que mystérieusement, il y a 7 vampires qui sont en jeu et les 7 vampires sont des clans différents, comme ça permet à vos joueurs d'avoir le clan qu'ils souhaitent pour créer leur personnage. Là encore, il n'y en a que 7, mais dans les Giovanni Chronicles, il y a 13 clans, donc c'est un peu, c'est carrément n'importe quoi. L'histoire est extrêmement simple, étant sur un bout de papier clope.
Vos joueurs sont invités dans un club qui est un peu à la lisière de la ville, complètement, enfin, quasiment en état de ruine. Et pas complètement. Ils arrivent, ils sont invités par le Union Council, donc le conseil syndical, l'espèce de vampires qui s'opposent au lieutenant de la ville. Vous avez un dîner qui est organisé. Petit à petit, les vampires vont se mêler aux joueurs pour savoir si ils peuvent être jugés aptes à être transformés en vampires parmi eux. Puis à un moment, ils vont les choper, ils vont aller les transformer en vampires. Et vous êtes réveillés, donc transformés en vampires. On vous dit bon, ben maintenant c'est simple, vous bossez pour nous. Donc il y a différents speeches, selon qui est. La Bruja évidemment est une passionnariat pas possible. C'est vraiment, on commence à être vraiment sur les clichés vampiriques, à savoir que les Brujas sont des passionnés, les Ventrus sont des espèces de manipulateurs, les toréadors sont évidemment des sortes de sybarites ou des fous d'art. Et l'idée c'est qu'en gros vous rêvez sur une table sur la table du billard du Sunset Club, on vous dit bah maintenant vous restez là, on vous réveille demain matin. Et vous ne bougez pas parce que si vous sortez, le soleil va vous cramer. On leur donne une sorte de crash course, donc un listing très rapide sur ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire en tant que vampire. Concrètement, la mascarade. Et on leur dit, bah, c'est simple, demain, vous allez vous nourrir. Il y a un parc à côté. Et enfin, vous devez vous débrouiller pour vous nourrir en quelques heures, sans attirer l'attention et en respectant la mascarade. Pour voir si vous êtes capable ou pas de survivre. Ce qui est un peu hallucinant parce que vraiment, comme je dis, encore une fois, le principe de créer un enfant est extrêmement quadrillé et peut prendre des mois. Alors que là, on vous dit, bon, bah, en une journée, il faut que vous merdiez pour être au top. Ce qui est assez incroyable. Donc, on a des petits éléments à chaque fois sur chacun des personnages qui expliquent comment est-ce qu'ils vous introduisent, comment ils procèdent à vous briefer pour aller vite. Et en fait, l'essentiel du scénario est géré par des ghouls. C'est-à-dire que le lendemain, vos sires sont plus là et c'est les ghouls qui gèrent le club, qui vont s'occuper de vous aider, de vous filer le b.a.-ba, de faire en sorte que vous ne tombiez pas en frénésie, de vous donner un tout petit peu de sang pour qu'ensuite vous ayez à chasser. Et l'essentiel du scénar provient du fait, en fait, c'est juste que vous vous débrouillez pour chasser dans le parc à côté. Alors là, ils sont allés vraiment assez loin, assez profondeur. Ils vous proposent 5 ou 6 rencontres qui vont être faites avec le classique, les 2 pom-pom girls qui rentrent chez elles le soir, le mec bourré, les punks qui sont plus ou moins, qui fricotent déjà avec les anarches, donc vous pouvez vous taper des anarches sur la tronche si ça se passe mal, parce que l'idée en fait c'est qu'à la fin quand vous allez rentrer, les anarches vont débarquer sur vous et vous allez vous battre contre eux. On remarque encore des illustrations absolument ignobles, et je sais pas ce qui s'est passé, l'idée c'est juste ça en fait, et vous avez carrément fini le scénario, qui peut se terminer si ça se passe mal pour vous, vous êtes arrêté par la police. Et l'arrestation par la police fait que là, vous devez vous démerder pour... techniquement, c'est là où ça devient rigolo, c'est que si vous avez réussi à bien cacher vos preuves, ils vont vous retenir pas très longtemps, alors que si vous êtes coincé, si vous êtes coincé et que vous avez tué quelqu'un, il faut que vous trouviez un moyen de vous barrer, parce que dans tous les cas, même si vous êtes relâché de manière assez propre, vous êtes relâché à l'aube. Et on rappelle, le soleil est anathème pour les vampires et fait que vous transformez en petite poussière très rapidement. Sachant que pour vous punir plus ou moins, les ghouls peuvent essayer de vous laisser cramer un petit peu jusqu'à ce que vous sortiez avant de vous mettre dans la voiture, ce qui niveau mascarade n'est pas top, mais bon, passons. Et concrètement, dans tous les cas, à la fin, si vous êtes arrêté, c'est pas les ghouls du Sunset Club et donc du Union Council qui viennent vous chercher, mais c'est les ghouls du Prince Bartholomé qui, en gros, vous chopent. Hop là, vous fout dans sa bagnole et vous êtes obligé vous êtes obligé de vous expliquer devant le prince, ce qui est rock'n'roll évidemment. Vous pouvez cracher le morceau et essayer de voir en fait soit le Union Council arrive et disent ok effectivement on va rencontrer le prince, on va vous expliquer pourquoi. Et dans tous les cas en fait vous avez le bisbis, c'est-à-dire que soit vous taisez, vous laissez vos sires se débrouiller. À ce moment-là, Bartholoméo va accepter, effectivement, parce qu'il n'a pas envie de se faire manipuler par les lieutenants. Soit à l'inverse, vous crachez vous faites pas le figure, et ça se passe très très mal. Ce à quoi vos sires vont vous désavouer, mais les lieutenants vont dire ok, non, en fait, c'est bon, on peut les garder. Donc, c'est pile vous gagnez, face c'est eux qui perdent. Ce qui évidemment est logique puisque vous voulez pas commencer une campagne et vous faire tuer direct. Mais ironiquement, c'est tout. C'est un truc qui fait 16 pages. C'est assez
impressionnant. Donc, mis à part la couverture qui est encore une fois très très belle, on peut pas dire que ça soit du grand art. On voit déjà un petit peu poindre du bout du nez tout ce qui va faire la mauvaise gestion, enfin comment dire, le mauvais côté des scénarios, à savoir, on a tous les clans, à savoir, de toute façon, on fait des scènes qui sont extrêmement scriptées, où il se passe pas grand chose, et la capacité du joueur à influer les événements est très très neutre, ce qui évidemment n'est pas une bonne portée pour Vampire, qui va devoir se chercher en fait une autre manière de construire les scénarios. Et c'est une manière de construire les scénarios qui ne va arriver que par les By Night, donc c'est pas encore tout de suite. Chicago by Night, dont on va parler, qui sera un livre essentiel, ainsi que Milwaukee by Night, qui vont arriver en V1, vont mettre quelques mois à sortir. Ils seront très intéressants, on aura l'occasion d'en reparler. Mais entre ce moment-là, entre les By Night entre la sortie du premier bouquin et les By Night, on va avoir des éléments comme Blood Nativity, on va avoir Ashes to Ashes dont on va reparler, on va avoir Bloodbound, on va avoir aussi Alien Hunger, qui sont à chaque fois des histoires un peu toujours pareilles, à savoir vous recréez un personnage, vous êtes dans la mêlée, qu'est-ce qui se passe. Et après, bon, Ashes to Ashes a une réputation meilleure, mais Alien Hunger c'est un peu pareil, c'est in media res, vous êtes transformé en vampire et démerdez-vous, comment vous survivez. Ce qui fait qu'en fait, le gros truc aussi des vampires, c'est qu'ils sont sur une chronologie qui est étendue, donc généralement une chronique de vampire, vous la jouez pas en une nuit. C'est-à-dire que vous jouez une nuit, il se passe quelque chose, puis après ça peut être 2 mois plus tard, parce que les échelles de temps sont assez étendues. Et le grand principe de ces scénarios en général, et ça c'est quelque chose qu'on va voir sur beaucoup de trucs, hein. Je pense à la fin de l'Odin, donc le moment où Chicago va être attaqué par des loups-garous, qui s'appelle Under Blood Red Moon, qui sortira en deuxième, qui va être le premier gros crossover entre plusieurs splats, en fait entre plusieurs univers de White Wolf, va avoir aussi un espèce de truc, un comportement extrêmement linéaire qui se passe à peine sur 2-3 nuits, ce qui est logique, puisque c'est une attaque par des loups-garous, mais qui en fait va un peu à l'encontre de la simplicité, on va dire, de Vampire, à savoir le temps long. Et ça crée pas mal de problèmes, parce que ça force les joueurs à faire des choses dans l'immédiateté, ça force vraiment... Enfin, c'est assez compliqué à gérer, puisque je persiste et signe, hein. Je pense que les vampires sont pas adaptés justement pour un jeu qui se situe de manière très linéaire, sur un temps très court. Mais encore une fois, c'est mon opinion à moi, elle ne vaut que ce qu'elle vaut. Donc en tout cas, voilà, c'était Blood Nativity, je vous dis 16 pages, c'était $5, donc c'était pas cher de payer. Après, il faudrait voir avec l'inflation. Et c'était chez Atlas Games, donc c'est un peu différent, mais par des auteurs de White Wolf, qui laissent présager un petit peu le type de scénar qu'on va avoir. Et c'était tout pour aujourd'hui, donc je vous dis à très bientôt pour un autre supplément de Vampire la Mascarade. Salut!